Bonjour Marceau, ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille ensemble via ta structure Les Architectes du Vivant et mon école Lunavitis. J'ai choisi de faire appel à toi parce que ta méthode est hyper résiliente, concrète et qu'elle apporte des résultats rapides sur l'immunité et la vitalité de la vigne. On la met en place depuis plusieurs années chez mes clients et ça fonctionne. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter et expliquer ta vision de la taille physiologique et pourquoi elle change tout dans la santé du vignoble? Et bonjour Sandrine, oui, c'est un peu complexe. Alors je m'appelle Marceau Bourdarias et je suis, formateur, conférencier et auteur, dans ce qui concerne la taille et la conduite de la vigne, et aussi des arbres fruitiers, mais je me suis spécialisé depuis, quelques années sur la taille et la conduite de la vigne et je j'ai mis au point, des systèmes de taille qui permettent, d'améliorer à la fois les récoltes, mais aussi la durée de vie des cèpes de vigne, leur résilience, enfin voilà, j'accompagne en gros les viticulteurs à améliorer leurs pratiques, sur le terrain. Donc je donne des formations un peu partout en France, c'est effectivement dans ce cadre-là que j'ai donné des formations aussi, avec, ton entreprise le Lunavitis et je suis ravi de pouvoir continuer ce partenariat. Quand tu regardes l'état des vignes aujourd'hui en France, qu'est-ce que tu observes? On voit du mildiou, du dépérissement, des vignes qui s'épuisent. Selon toi, qu'est-ce qui se joue vraiment derrière tout ça? Ah ça, c'est une question complexe, hein, Sandrine, parce que il y a plein de facteurs, en fait. Effectivement, il y a le mildiou avec les problèmes qu'il y a, puis on voit énormément de dépérissement. On pourrait, supputer des problèmes liés à des, chocs climatiques très importants et c'est un peu le cas, même si la vigne est une plante qui est quand même une plante robuste et résiliente. En fait, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a tout un tas de choses, déjà, de la base. C'est la chose la plus importante, ce serait même la génétique et les problèmes de génétique. Mais bon, c'est pas, notre sujet vraiment. Il va falloir qu'on fasse aussi avec la génétique que l'on a et là, plus ça va, plus elle nous demande de se recentrer sur, comment réellement fonctionne cette plante-là et d'inventer des et de réinventer, en fait, de se réinventer dans la manière non seulement de produire les plants de vigne, mais aussi de les cultiver, donc de les planter, de préparer les sols, de choisir les porte-greffes, de bien sûr, faire la taille de formation, de tailler. En fait, tout ça, ça doit être réinventé parce qu'on s'aperçoit que depuis, assez, longtemps maintenant, je dirais une trentaine, quarantaine d'années, on a mis le cap, directement sur la productivité et on s'est complètement, mal occupé de la plante et du coup, on n'a pas ce même, on n'a pas une on n'a pas conscientisé suffisamment l'impact que ça allait avoir, quoi. Quand tu mets les pieds dans une parcelle où il y a du dépérissement ou des pertes de rendement, quelles sont les premières choses que tu regardes? Tu poses quelles questions au vigneron pour comprendre ce qui se joue dans sa vigne? Bah, oui, c'est sûr que ouais, quand je rentre dans une parcelle de vigne, la première des choses que je regarde, c'est la vigueur la vigueur des plantes, mais aussi, l'homogénéité ou l'hétérogénéité des cèpes dans une parcelle. Ça dit beaucoup de choses. C'est la première des choses qu'on doit regarder. Est-ce que les problématiques sont, ponctuelles ou est-ce qu'elles sont, par zone ou est-ce qu'elles sont généralisées? Ça, c'est la première des choses que je regarde. Et après forcément, oui, je regarde, la structure, l'architecture du cep, donc voir si, la plante, elle a été, régulièrement réduite ou, si, elle a été, taillée en acceptant de l'allongement. Puis après, je me pose d'autres questions plus liées, au système racinaire, à la greffe, à la conduite du végétal. Donc en fait, c'est avant tout, de l'observation, et de l'observation par élimination. Donc bon voilà, c'est un peu comme ça que j'appréhende les choses quand je vois ces problématiques-là. Alors, quelles questions je pose aux vignerons? J'aurais tendance à me dire, je lui parle de ses récoltes, de comment se passent ses récoltes, en fait. Est-ce qu'il a beaucoup ou pas de raisins? Est-ce qu'il a des problèmes de maladie? Est-ce qu'il a des problèmes, de dépérissement? Même si ça, je le vois. Et puis après, je lui pose des questions sur, sa manière de voir la taille, en fait. Qu'est-ce que c'est la taille pour lui et comment il pense que la taille peut l'aider à faire progresser son système? Les vignerons que j'accompagne me disent souvent: j'ai du mildiou, du dépérissement, la vigne manque de vigueur, mes rendements chutent. D'après toi, pourquoi ça arrive? C'est toujours multifactoriel, les problématiques. C'est toujours multifactoriel et c'est bien ça qui est complexe. C'est-à-dire qu'on pourrait, et moi je pourrais pour ma paroisse dire, les maladies du bois, c'est toujours lié à la taille. Mais c'est pas le cas.
Bien sûr, il y a la taille, bien sûr, il y a la conformation des plantes dont on a parlé juste avant. Bien sûr, il y a aussi, les chocs avec, les intercepts, les ça c'est vraiment une cause de mortalité très importante quand on travaille le cavaillon. Bon, les raisons sont multiples en fait, je pourrais pas donner une raison précise puisqu'à chaque fois et dans chaque, situation, on va observer des choses différentes quoi, vraiment, fondamentalement. Mais malgré tout, si je vois un endroit où on peut faire facilement progresser les choses, c'est vraiment sur cette histoire de conduite, quoi. Notamment sur la taille et a fortiori sur la taille, quoi. Les coups de sécateur qu'on va donner vont impacter extrêmement fort, la plante et ses capacités à produire. Il y a une des choses, si je devais dire, la chose la plus importante, curieusement, c'est même pas peut-être tant, en premier les coups de sécateur, mais ce serait plutôt, la gestion de l'énergie de la plante. C'est-à-dire, ce qu'on appelle, traditionnellement l'adaptation de la charge au potentiel de vigueur. Ça, je pense que c'est une des notions les plus fondamentales que les viticulteurs ont à appréhender et ont à respecter. Adapter la charge à la vigueur et tout juste derrière, faire des travaux en verre, des bourgeonnages de sélection assez stricts et précoces, hyper précoces. Ça, c'est 2 choses, et curieusement, c'est les 2 choses qui sont pas appliquées dans le vignoble. Elles sont pas appliquées dans le vignoble parce qu'elles sont prises pour, quelque chose qui va faire baisser le rendement ou qui demande beaucoup d'énergie, l'une et l'autre et donc le viticulteur a tendance à les éviter. Alors que pour moi, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, c'est les 2 choses les plus importantes que l'on peut faire sur le vignoble pour gagner en rendement, en productivité et en résilience sur le système. Quelle erreur de taille tu vois le plus souvent sur le terrain et quels dégâts concrets ça cause sur la plante? Ah ouais, quelle erreur de taille je vois le plus souvent sur le terrain? Ah, c'est marrant ça. Je pense que la plus grosse erreur de taille, c'est de penser qu'on va pouvoir, réduire la plante, l'empêcher de s'allonger, quoi. Je pense que c'est ça la plus grosse erreur. Penser pouvoir empêcher la plante de s'allonger sans avoir d'impact, sur, son système vasculaire, donc sa physiologie et sans avoir d'impact pathologique. Ça, pour moi, c'est la chose qu'il faut faire évoluer. Est-ce que tu dirais que les maladies du bois et le dépérissement viennent surtout de nos gestes? Ah, je dirais que oui, il y a une bonne partie qui vient de nos gestes, effectivement, il y a une bonne partie qui vient de nos gestes, mais il y a aussi une bonne partie qui vient, des premiers gestes quoi, hein. Il y a une partie qui vient de la plantation et de la qualité de plantation parce qu'en fait, il y a des problèmes racinaires dont on parle assez peu, sur certains porte-greffes notamment, qui sont liés à des problèmes de conformation et de plantation. Donc, c'est encore une fois un geste. Il y a aussi des problèmes qui sont liés à des gestes de travaux du sol. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chocs intercepts, je l'ai dit tout à l'heure et ça, c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé parce que c'est hors de notre vue et ça, c'est très important et puis, bien sûr, tous les gestes de taille, ça, c'est fondamental, quoi. Donc, c'est toutes ces choses-là en même temps et donc, effectivement, oui, en faisant évoluer les gestes, on peut, vraiment faire, d'énormes progrès et bon, bah, comme, finalement la plante elle est déjà là et que les chocs intercepts, bon, on peut arrêter d'en faire et qu'il y a plus que les futurs coups de sécateur qu'on peut améliorer, bah, c'est pour ça que je fais des formations sur la taille, quoi. Venez, progresser dans votre manière de tailler parce que vous allez sacrément faire progresser votre système, quoi. Il y a vraiment, des super retours des viticulteurs partout en France, qui le mettent en œuvre. Ça paraît un peu, particulier au départ parce qu'il faut réajuster un peu le temps qu'on y passe, et l'endroit où on met vraiment, de l'énergie, mais purée, une fois qu'on le fait, c'est incroyable quoi, en c'est très rapide. Pourquoi, selon toi, on continue à tailler comme avant, même quand on voit que ça ne marche plus? Ah, vous savez, il y a des histoires d'habitude, hein. C'est rigolo, en langage des oiseaux, heu, les habitudes, les habits qui tuent, enfin habitude, en fait, il y a un truc, quelque chose que on revêt et que l'on garde parce qu'en fait, on se rassure de ce que l'on a déjà fait. Au moins, on sait que ça peut pas être pire puisqu'on l'a déjà fait. Donc je pense qu'il y a quelque chose du genre, une résistance au changement, et puis, une reproduction, quoi. Mais, la principale raison, c'est simplement par un manque de connaissance de la plante, en fait, un manque de connaissances fondamentales, en fait, hein, simplement, je pense. C'est quoi concrètement la taille physiologique? Qu'est-ce qu'on change dans sa manière de faire? La taille physiologique.
Bon, je sais pas, moi j'aime pas bien en fait finalement ce terme-là, je préférerais qu'on parle de taille tout simplement. Mais effectivement, si on devait donner quelque chose et rajouter un adjectif à taille, on rajouterait physiologique. Pourquoi? On rajouterait physiologique parce qu'on se préoccupe de ce qui se passe à l'intérieur quand on taille, de l'impact de nos gestes de taille sur ce qui se passe à l'intérieur dans la plante. Donc, la taille physiologique, c'est une taille qui demande d'abord de connaître et de comprendre la plante en profondeur. Et c'est ça qu'on aborde dans les formations. Ça paraît un peu fou au départ, comme pari, c'est-à-dire de donner des cours de physiologie, de morphologie, de phénologie aux viticulteurs qui, on m'a toujours dit: «Non, ils voudront jamais, ils veulent plus, retourner sur les bancs de l'école». Là, c'est pas une école, quoi. On parle de notre métier. Et fondamentalement, c'est ça qui fait que ces formations-là fonctionnent, c'est que, en ayant ces connaissances, vous retrouvez le pouvoir d'agir et surtout l'autonomie dans vos choix. C'est-à-dire comprendre la plante en profondeur avec des outils de physiologie. Puis après, ben, la taille physiologique, c'est aussi, ben, des outils, des techniques qui prennent appui sur ces connaissances physiologiques pour construire des itinéraires. Et les itinéraires, il n'y en a pas qu'un, il n'y a pas une modalité de taille, j'ai pas moi, si vous voulez, une méthode de taille qui s'appliquerait à tout, quoi. C'est une manière de tailler qu'on peut, ou une manière de penser la taille qui peut faire progresser toutes les architectures et tous les systèmes de taille. Comment une taille respectueuse de la physiologie peut-elle redonner de la vigueur à la vigne et stabiliser les rendements? Ouais, ça, bah, tu me demandes de spolier un peu la formation. Heu, ouais, ben, en fait, heu, tout est question d'énergie, j'en parlais tout à l'heure. Donc, améliorer les rendements, c'est plusieurs choses. C'est à la fois une question d'utilisation de l'espace, quoi. Il faut comprendre que c'est les feuilles qui produisent l'énergie et une fois qu'on comprend que ce sont les feuilles qui produisent l'énergie, on va pouvoir arriver à, gérer l'énergie qui est produite par les feuilles et l'énergie qui est dépensée par tout le reste de la plante. Les fruits, mais aussi la construction du bois, la construction des racines, les symbioses dans le sol, et puis, les réserves énergétiques. Et en fait, c'est à cet endroit-là que ça se joue, en fait, au niveau des réserves énergétiques. Donc l'enjeu, dans la formation, ça va être de comprendre comment la plante s'équilibre en termes énergétiques et où est-ce qu'elle stocke ses réserves énergétiques. Et en dernier, comment l'impact des plaies de taille va gréver ou accumuler ces réserves énergétiques. Tu dis souvent qu'une vigne bien taillée se défend mieux contre les maladies. Comment tu expliques ça? Oui, alors ça, ben, j'explique ça parce que, ben, une vigne qui est bien taillée, c'est une vigne qui stocke des métabolites de qualité et c'est une vigne surtout sur lequel on a, heu, donc des métabolites. Quand je parle des métabolites, je parle des tanins en fait, hein, donc la capacité des tanins à permettre à la plante de se défendre contre l'extérieur, contre ce qui l'agresse. Et puis, aussi tout ce qui est question de prophylaxie, hein, c'est-à-dire, bien répartir les rameaux, avoir de l'air, de l'aération, de la circulation, et puis limiter la charge aussi. Limiter la charge en raisin, c'est-à-dire avoir une quantité d'énergie dépensée dans le raisin, qui soit supportable pour la plante, pour qu'elle puisse faire autre chose que faire mûrir et faire grossir le raisin, quoi. Quels résultats concrets tu as observés sur des domaines qui ont adopté cette méthode? Plusieurs choses, je dirais, une régularité dans la récolte, c'est-à-dire, peut-être moins d'à-coups, de récolte. C'est-à-dire, un coup on fait, 60 hectos et on se dit: «Oui, c'est bon, si je fais 60 hectos tous les ans, je vais gagner» et puis un coup, l'année d'après, on fait 15 hectos et on est catastrophé. Alors bon, il y a des raisons climatiques, qui font, ou pathologiques qui font qu'on peut, avoir ces sinusoïdes, mais en fait, on a tendance à gommer ces sinusoïdes de surproduction et sous-production. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on observe, une meilleure résistance de la plante à ce que certains nomment la concurrence, des enherbements, mettons par exemple des couverts végétaux, dans la parcelle. Ça, c'est important et donc c'est je dirais les 2 choses les plus importantes, stabilisation du rendement et ça nous permet d'avoir des sols vivants, quoi. C'est un paradoxe un peu, mais bien taillé, ça permet d'avoir des sols vivants. En combien de temps on peut espérer voir une différence sur la santé de la vigne et les rendements? C'est variable, le temps, mais il y en a qui le voient dès les premières années et ça, c'est directement lié à l'adaptation de la charge à la vigueur, probablement pas grand chose d'autre. Mais à partir de 2-3 ans, on peut commencer à cumuler,
la quantité de bois vivant et accumuler la quantité de réserve que la plante peut stocker. Donc là, on améliore la capacité de résilience. C'est toujours délicat, hein, parce qu'avec justement ces chocs climatiques qu'on peut avoir, bah, des fois, on va avoir la sensation d'avoir vu quelque chose et c'est pas ça qui se passe. Et puis des fois, on va avoir la sensation que, bah, ça a pas marché et si on l'avait pas fait, ce serait bien pire, quoi. Donc très complexe. Tu dis souvent que la vigne parle, qu'elle nous montre ce qu'elle vit. Quand une vigne dépérit ou chope le milieu, qu'est-ce qu'elle essaie de dire selon toi? Ouais, je sais pas trop si c'est de moi ça, que la vigne parle. En fait, c'est marrant parce que j'aurais plutôt tendance à dire, le mildiou nous parle. C'est marrant, hein? Mais effectivement, la vigne, elle parle, rien que par sa couleur, par, sa forme, par sa manière de pousser, par sa résistance ou pas, par, la qualité de ses raisins, elle nous parle. Mais, le mildiou aussi nous parle, quand je disais ça, le mildiou nous parle, c'est que le mildiou, en fait, ce qu'il vient nous dire, c'est que, en quelque part, notre plante, elle est tellement déséquilibrée qu'elle est incapable de se défendre contre, cette oomycète. Bon, même si pour le mildiou, c'est quelque chose d'un peu complexe, puisqu'il y a aussi une histoire de génétique qui a très peu évolué depuis extrêmement longtemps. Pourquoi c'est si important de comprendre les flux de sève et la physiologie avant de tailler? C'est fondamental, en fait. En fait, on pourrait apprendre et continuer à apprendre la taille comme une recette, sur lequel on dit, comptez le nombre d'yeux, coupez après le tel nombre d'yeux et coupez les bois à cet endroit-là et mais en fait, quand on applique une recette et qu'on suit une recette à la lettre, on comprend pas ce qu'on fait. Donc on est incapable de faire une autre recette, on est incapable de faire évoluer sa recette s'il nous manque un ingrédient. Donc là, l'idée, c'est comprendre la physiologie, c'est fondamental parce que c'est ce qui permet d'être autonome, pour s'adapter à une nature qui est profondément changeante en permanence. Tu parles souvent de dominance apicale, du flux vasculaire. Pour un vigneron, qu'est-ce que ça change de comprendre ça? Ouais, c'est des termes physiologiques, la dominance apicale, ces histoires de flux, du système vasculaire, d'acrotonie. Bon, pour un vigneron, ça change quoi? En fait, on pourrait l'expliquer simplement, en montrant ce qui se passe sur les sarments, mais en fait, c'est des termes qui nous permettent de communiquer, de savoir exactement de quoi on parle, de façon très, très précise. Donc c'est pour ça que je continue à parler de ça. Ça permet aux viticulteurs de bah, s'ils parlent l'un et l'autre d'acrotonie, si vous voulez, bah, forcément, ils savent exactement de quoi ils parlent, et probablement qu'ils peuvent être beaucoup plus précis dans leurs échanges, quoi. Ouais, voilà, enfin, c'est simplement parce que les viticulteurs, comme les autres gens, ils peuvent apprendre à tout moment et que ces termes, ils sont pas réservés, aux scientifiques, en fait. C'est des termes qui sont utiles et utilisables, quoi, donc pas de problème avec ça. Qu'est-ce qu'on apprend concrètement pendant cette formation de taille, niveau 1 initial et niveau 2? Donc le niveau 1, c'est d'abord une formation où on découvre la plante, de façon, très j'aurais tendance à dire, un peu impudique, quoi. On va regarder à l'intérieur ce qui se passe, on va interroger ses capacités de réaction quand, elle est blessée, comment elle est construite, en profondeur. Puis après, petit à petit, en déduire, quels sont les impacts des plaies de taille avec des connaissances très, très fines sur ses capacités justement de réaction. Puis dans la première des formations, on va, commencer à parler donc, de coups de sécateur, mais aussi d'architecture. Donc la manière dont les plantes sont construites et la manière dont on va, construire ces plantes avec ces coups de sécateur. On fait une distinction très, très forte dans la première formation entre, gestes de taille pour la production et gestes de taille qui influencent la manière dont l'architecture se construit taille après taille, par exemple. Et donc la première formation, elle va nous apprendre tout ça. C'est déjà elle est déjà assez bouleversante parce que finalement, on s'aperçoit que quand on met un peu toutes les connaissances scientifiques les unes derrière les autres, eh ben, il y a plein de choses que l'on pensait qui se révèlent être, inexactes. Puis la seconde formation, c'est une formation, plus autonomisante. C'est donc là l'idée, c'est d'accompagner les viticulteurs à être capables de comprendre où en est la plante. C'est-à-dire savoir regarder vraiment plus profondément dans quel état physiologique elle est et savoir, regarder ça par, je dirais, par élimination des choses des plus importantes vers les moins importantes et puis après d'en déduire, des modalités de taille. Ouais, dans la deuxième formation, il y a aussi une autre partie qui est, la capacité de transmission. C'est-à-dire, est-ce que bon, si vous avez compris réellement ce qui se passe, si vous avez compris, la manière dont la plante est construite et
Est-ce que vous êtes capable d'expliquer, à vos collaborateurs, par exemple, comment la plante fonctionne et comment vous allez tailler? Ça, c'est une des choses qu'on va aborder et on va faire des petits ateliers, des exercices dans le niveau 2 où on va apprendre ça, apprendre à transmettre. Donc c'est à la fois renforcement de connaissances, capacité à faire, une petite, analyse et puis, capacité à transmettre. Voilà pour le niveau 2. Est-ce qu'il faut savoir déjà tailler pour y participer ou est-ce que c'est ouvert à tous? Bon, bah, sur la formation initiale, absolument pas besoin de savoir tailler pour y participer, quoi. Faut juste être un peu curieux. Par contre, sur la formation approfondissement, là, il y a pas de doute, effectivement, oui, il faut avoir fait la formation initiale pour faire la formation approfondissement. Donc, faut pas venir, sur la formation approfondissement si vous n'avez pas des notions très solides, mais surtout si vous n'avez pas fait déjà un niveau 1 avec architecte du vivant. Tu proposes une partie e-learning et une partie terrain. Comment ça se complète? Ah ben alors, ouais, on a fait la partie e-learning, c'est assez récent. Avant, on faisait pas ça, cette partie e-learning, mais on s'est mis à faire cette partie e-learning parce que, en fait, on s'est aperçu que, on prenait beaucoup trop de temps sur la partie physiologie ou morphologie, vraiment, et qu'il fallait, aussi faire en sorte que les stagiaires, ils arrivent avec un niveau un peu homogène, quoi. Parce qu'on avait des débutants complets et on avait des gens qui étaient vraiment très avancés déjà. Donc le e-learning, il permet, à la fois aux débutants de progresser sur, et de commencer à maîtriser un peu de vocabulaire et puis aux gens qui sont déjà très avancés d'aller un peu plus profondément dans ces connaissances de physiologie. Donc tout le monde arrive avec un savoir et donc les formations se passent mieux, c'est plus fluide. Donc vous verrez, le e-learning, ça fait peur souvent, mais en fait, tout le monde est hyper content d'avoir fait ce e-learning qu'en plus vous gardez, vous pouvez revoir, c'est super. Vraiment, on est hyper content d'avoir fait ça et vous verrez, c'est super bien fait, c'est très agréable. Sur le terrain, qu'est-ce que les stagiaires découvrent ou corrigent le plus souvent? Qu'est-ce que les stagiaires découvrent ou corrigent? J'aurais tendance à dire les gestes de taille, hein, et surtout ce qu'ils découvrent, c'est l'impact de leur pratique, quoi. C'est qu'il y a tout un moment de la formation qui est hyper intéressant où en fait je vais, disséquer les cèpes de vigne. Donc je vais, les ouvrir à la tronçonneuse et montrer, à l'impact des tailles, à l'intérieur. C'est-à-dire que ça se voit, on voit vraiment et puis j'ai développé une capacité à lire, une méthode de lecture de l'impact des anciennes plaies de taille. Donc là, les stagiaires, ils sont complètement bluffés d'arriver à voir que j'arrive à lire et enfin et on s'aperçoit bien que c'est pas non plus hyper compliqué à lire, il faut des connaissances mais ouais, voilà, ça, c'est les trucs très, très fortes et d'ailleurs, souvent, on me fait des retours que c'est assez bouleversant, quoi. En fait, on s'aperçoit que en fait, le viticulteur s'aperçoit qu'il était en bonne partie responsable des problématiques de sa vigne. Quel changement tu observes chez eux après 2 jours de formation dans leur regard, leur pratique, leur confiance? La chose que je vois le plus évidente sur leur changement après, c'est que la plupart se disent, avoir progressé. Mais le genre, je dirais le plus le ce qui me marque le plus, c'est certaines personnes qui me disaient: «Moi, j'aimais pas la taille avant et depuis que je comprends, que je comprends ce que je fais, c'est devenu ce que je préfère faire». Et ça, c'est des retours que j'ai, des fois 2, 3 ans plus tard où on me dit, «Ah, Marceau, c'était génial, en fait, je me suis mis à aimer cultiver cette plante-là, quoi». C'est un peu comme si j'avais, un peu changé de métier, quoi. J'avais conscience de mes gestes et le fait d'avoir conscience de mes gestes, ça m'a permis de prendre plaisir, quoi. Si tu devais parler à un vigneron qui hésite à venir, qui se dit j'ai plus de rendement, mes vignes sont malades, mais j'ai pas le temps de me former, tu lui dirais quoi? Je dirais: «Bon, bah, écoute, tu prends pas grand risque, quoi. Tu vas venir 2 jours, tu vas prendre 2 jours, ça va être un peu, intense au début, tu vas dire: "Ah ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire" et puis finalement tu vas venir et en fait, comme, l'intégralité des viticulteurs qui viennent, tu vas dire: «Ah mais qu'est-ce que j'ai bien fait!» parce qu'en fait, à chaque fois, les gens quand ils repartent de formation, ils repartent motivés, quoi. Et ça m'a fait ça à moi, hein, pour être tout à fait honnête. Moi, j'ai fait beaucoup de formations, pendant tout mon cursus et jusqu'à aujourd'hui et à chaque fois que je fais une formation, je repars motivé. Donc prenez le risque, quoi. Vous risquez rien, si ce n'est de rencontrer un peu d'autres viticulteurs, d'apprendre plein de choses, plein de petites techniques qui vous manquent de moi, mais aussi des autres viticulteurs. Parce que les formations, c'est à la fois une rencontre avec moi, une rencontre avec, Sandrine et Lunavitis, mais c'est aussi une rencontre, entre vous, quoi. Oui et vous gagnez, mais c'est énorme. En 2 jours de formation,
Vous gagnez, c'est gigantesque en fait, vous gagnez du temps. Vraiment, venez. Si tous les vignerons changeaient leur manière de tailler, à quoi ressembleraient nos vignobles dans 10 ans? Si tous les vignerons se mettaient à changer leur manière de tailler, eh beh, ils gagneraient en autonomie en fait. Si j'ai quelque chose à dire, c'est qu'ils gagneraient en autonomie, ils auraient moins besoin d'intrants, moins besoin de fertilisants, moins de mortalité, moins besoin de complanter, de replanter, plus de régularité et une chose importante aussi, les retours de viticulteurs que j'ai de plus en plus, c'est des vins qui fermentent mieux, avec moins de défauts. Alors ça, c'est bon, enfin ça s'explique, hein, c'est pas très compliqué, hein, une plante équilibrée, avec une quantité de raisin qu'elle est capable de faire mûrir, pardon, bah forcément, c'est meilleur, hein, et ça fermente mieux. Quelle est ta vision d'une vigne en bonne santé, résistante et vivante? Voilà. En fait, souvent, on pense qu'il y a qu'une manière de la voir, la vigne. En fait, sa caractéristique principale, c'est qu'on peut la conduire de tout un tas de façons. Donc moi, j'ai pas une seule vision, quoi. Ça peut être tout à fait, les systèmes classiques que l'on a qui fonctionnent ou bon, des systèmes avec, de l'agroforesterie, des couverts végétaux, tout fonctionne, quoi. Bah, si moi je devais le faire, ça c'est une autre question et je sais pas si ça intéresse vraiment beaucoup de monde en fait, de savoir ce que moi je ferais, quoi. L'important c'est que je puisse accompagner chacun sur son propre chemin, quoi. C'est ça surtout qui m'incombe, j'aurais tendance à dire moi. Et pour finir, si tu devais résumer la philosophie des architectes du vivant en une phrase, ce serait laquelle? Hem, les architectes du vivant en une phrase. Heu, développez chez vous des gestes conscients de l'impact de vos pratiques. Ouais. Allez, on se retrouve, aux formations. À très bientôt.